De la pure propagande. Hervé Ryssen en une du Paris Match avec un gilet jaune, un drapeau tricolore, donc un drapeau maçonnique, shooté par un photographe de Paris Match et non pas shooté par un flashball. Ça, c'est de la pure propagande. Alors pourquoi c'est de la propagande? Parce qu'à l'époque, donc en décembre dernier, les policiers, les CRS avaient tout loisir de faire un carton sur Ryssen aussi bien que sur Benedetti, Yvan, mais bien sûr, non, ils n'ont strictement rien eu, pas de flashball pour eux, alors qu'en fin de compte, beaucoup d'autres se sont pris des flashballs dans l'œil, et eux non. On va dire ils ont été un peu babysités par les CRS, malgré leurs provocations. Donc oui, pour moi, c'est de la pure propagande. Maintenant, Hervé Ryssen et Yvan Benedetti sont totalement sous bonne garde. Ils sont complètement utiles à ce système. Donc c'est des idiots utiles de cette République. Et là, quand j'ai visionné la dernière vidéo d'Hervé Ryssen, où en fin de compte, il fait un plaidoyer contre l'islam et les femmes, bon, ben ça c'était très moche de sa part. On aurait dit qu'il passait l'oral du bac sioniste. Hein. Je suis désolé Hervé, mais enfin bon, là maintenant, on croirait pas entendre Éric Zemmour, dont tu dis de lui qu'il n'est pas juif. Toi, le spécialiste mondial de la question juive. Oui, dans sa dernière vidéo, Hervé Ryssen s'est permis de critiquer l'islam en disant que bon, ben, les musulmans traitaient mal leurs femmes et que bien sûr en Europe, même jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, on n'avait jamais vu ça chez nous, chez les chrétiens, chez les catholiques, etc. Bon, eh bien moi je trouve que pour un ancien prof d'histoire, il a la mémoire très courte parce que, je veux dire, au Moyen-Âge par exemple, jusqu'à la Renaissance, beaucoup de femmes ont été décrétées sorcières, convaincues d'hérésie et relapse, et condamnées à brûler sur le bûcher. Combien de femmes ont été donc brûlées vives au nom du christianisme catholique? Que dire de Torquemada aussi avec son inquisition en Espagne? Torquemada qui était marane, faut-il le rappeler, voilà. Donc oui, les chrétiens ont maltraité leurs femmes et leurs enfants, bien sûr, à travers l'histoire. C'est regrettable, mais ça s'est passé comme ça. Un peu plus proche de chez nous, il suffit de revoir pendant la période de la Révolution dite française, le génocide des Vendéens, où là carrément les femmes sont tuées et les bébés jetés dans des puits. Donc ça c'est une réalité aussi. Voilà, donc bon, prendre un exemple pendant la guerre d'Algérie, de cet homme qui, après avoir été bombardé par des obus français, faut-il le rappeler, oui, alors il est sur un âne et sa femme marche derrière elle, le bras à moitié arraché. Oui, bon, il aurait fallu se poser la question, mais pourquoi lui avoir tiré un obus aussi, voilà. Donc on peut tout voir. Enfin, c'était un non-argument parce que dans des scènes de guerre, des gens peuvent avoir des comportements irrationnels, peuvent être choqués, ne peuvent pas réagir comme à leur habitude, etc. Donc rabaisser l'islam à de la maltraitance systématique de la femme ou des femmes musulmanes, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse de ta part parce que, en fin de compte, on entend parler, on croit entendre parler Éric Zemmour. Voilà. Donc je pense maintenant que tu es atteint d'un champignon que j'appelle la dérive sioniste. Voilà, je pense que tu es atteint de ce champignon-là. Il faut que tu te fasses soigner parce que là c'est très clair, ça prolifère et ça prolifère d'autant plus vite que depuis plus d'un an tu es au contact direct d'Yvan Benedetti, qui, faut-il le rappeler, est un receleur d'Antifa. Voilà. Donc je pense que c'est lui qui te guide, qui te montre la direction, comme un espèce de berger, mais de berger acquis au système. Alors, est-ce qu'il faut dire que tu sois vendu au système? Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour se prononcer, là, comme ça, pour être aussi catégorique. En tout cas,
Tu parlais de planche pourrie pour désigner M. Plancard-Dassac, mais si aujourd'hui il y a une planche pourrie, c'est bien toi, Hervé. Parce que maintenant, la planche que tu représentes, elle a sacrément pris l'humidité. Sacrément pris l'humidité. Voilà. Hein? Donc bien sûr, tu vois la paille dans l'œil de Plancard-Dassac, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hein? Donc la planche pourrie, maintenant, moi je suis convaincu que ça soit toi. Tu as certainement dû recevoir des pressions suite à tes divers procès. Voilà. Pour certainement protéger des intérêts privés, c'est tout à fait possible. Mais là, venant de toi, c'est vraiment suspect. Tu ne peux pas comme ça, tu es un gars intelligent, tu as un esprit vif, tu ne peux pas dire que l'islam se résume aux arguments que tu as prononcés lors de ta vidéo. Ce n'est pas possible. Je veux dire, si à un moment donné, les Maghrébins, les Arabes ont été un grand peuple, c'est bien grâce à l'islam. Hein. Et d'ailleurs, certains SS ont regretté que le peuple allemand n'eût pas été converti à l'islam bien plus tôt, car je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin que ce qu'il n'est allé. Voilà. Et, faut-il le rappeler, puisque tu parlais du FLNC, mais le FLNC a été aidé, guidé aussi par François Genoux, un ancien SS qui, après-guerre, s'est converti à l'islam. Comme d'autres SS encore, comme Johann van Liers aussi, qui est allé continuer le combat contre l'empoisonneur international en Égypte, qui a créé la radio du Caire. Donc ça, c'est très réel. Les anciens SS qui ont continué le combat après-guerre, pour la plupart, ont travaillé main dans la main avec les peuples régis par l'islam. Ça, c'est une certitude. Alors, je ne suis pas là pour plaider une cause racialiste, hein, puisque, bon, de toute façon, comment dirais-je, Monsieur Gobineau le résume très bien dans ses ouvrages comme Essai sur l'inégalité des races humaines, les peuples disparaissent lorsque les sangs se mêlent. Donc voilà, en une seule phrase, vous avez bien compris tout le combat racialiste. Donc les racialistes font ce qu'ils ont à faire. S'ils le font bien, qu'ils créent des Lebensborn, tout ça, c'est parfait. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Mais là, cette vidéo, c'est une vidéo à caractère politique. Et Hervé, je ne pouvais pas te laisser dire comme ça, dénigrer l'islam. Non. L'islam aujourd'hui, face à cette république judéo-maçonnique dévastatrice, l'islam est un point de réconfort. L'islam est un réconfort aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, c'est pas l'islam qui pratique l'IVG. Hein. C'est pas l'islam qui a mis en place le mariage homosexuel. Voilà. Donc c'est évident pour moi que c'est encore un endroit où on peut se ressourcer. Et pour les super chrétiens catholiques qui, bon, pour certains, bon, sont assez médisants à mon encontre, comme par exemple des Johann Livernet, bon, ben écoute, moi j'aurais, à ces super catholiques, j'aurais tendance à leur demander, pour essayer un peu comment dirais-je, de m'impressionner, essayer de me dire comment était célébrée la messe avant le Concile de Trente, la messe tridentine, d'accord, hein, je ne vous parle même pas de ce qui a été mis en place par Vatican II. Je vous parle de la messe avant le Concile de Trente. Il n'y en a aucun de vous tous, là, les super catholiques, qui ne sachent comment les messes étaient célébrées avant ce concile. Il faut bien vous convaincre d'une chose, c'est que ceux qui ont fait la messe telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont des maranes. Vous voyez un peu? Donc, moi, quand je vois tous autant que vous êtes en train de tirer à boulet rouge sur l'islam, ça me convainc d'une seule chose, au regard de notre histoire, c'est que vous êtes atteint de ce fameux champignon,
la dérive sioniste. Alors je ne sais pas quel est le traitement qu'on peut vous appliquer, mais il est maintenant sûr qu'il faut se méfier d'un individu comme toi, et c'est toi la planche pourrie. Alors quand tu annonces aussi également que tu vas régler quelques comptes avec M. Plancard-Dassac, mais non, tu ne vas rien régler du tout. C'est plutôt à nous de commencer à régler des comptes. Et aussi avec Ivan Benedetti, le demi-corse, qui est un receleur d'antifa, qui recrute des antifas pour bousiller des cellules nationalistes, oui, qui n'étaient pas à son goût, qui pouvaient éventuellement lui faire de l'ombre, vous voyez. Puis après, il faudrait parler de ses voyages, notamment de son voyage en Iran aussi. Et pourquoi il a été reçu, et pourquoi d'autres n'ont pas été reçus. Vous voyez, tous ceux qui étaient pro-Ahmadinejad, ils ont été mis de côté. Il faudrait s'intéresser à ça. Bon, enfin, j'espère que cette vidéo sera entendue pour dénoncer la dérive sioniste d'Hervé Ryssen et qu'aujourd'hui il soit bel et bien une planche pourrie sur laquelle il ne faut plus du tout compter. Et ouais, ça c'est quand Hervé écrivait quelque chose de juste, ou disait quelque chose de juste. À Emmanuel Lecomte, l'un des plus courageux d'entre nous. Ça je m'en souviens, quand on se voyait encore quelques fois. Dès que tu m'avais vu, tu avais pris le bouquin, tu m'as dit ah non, écoute, pour toi ça sera gratuit, merci pour tout ce que tu nous apportes. Ça je m'en souviens bien. Je me souviens aussi de ton mail que tu m'as répondu quand je te parle de l'islam. Ça je l'ai encadré au-dessus de mon bureau, ça. Vous êtes... Alors évidemment, dès que je parle de l'islam, vous êtes tous en train de faire une crise de nerfs. Vous faites une crise de nerfs tous. Difficile de se promener dans Alger sans trouver des gens qui veulent dialoguer. Et ici, il y a devant moi Ismet. Alors Ismet, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors moi, j'ai l'idée de créer un dialogue entre jeunes Français et jeunes Algériens. Alors ça, peut-être par l'intermédiaire, en passant par le truchement d'un lycée. Alors on fait ça de lycée algérien qui parle à un lycée français dans le but de mieux nous connaître, d'améliorer nos relations. Et je vois pas pourquoi maintenant il y aurait des problèmes. Moi-même, je suis issu de la génération après 62 et les gens avec qui je dialoguerai n'auront pas connu aussi la période de guerre. C'est ça, il n'y a pas eu de sang entre vous? Non, il n'y a pas eu de sang, aucune séquelle. Bon, il y a une histoire qui est commune. Et justement, sur cette histoire aussi, il faudrait discuter parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que la version française et il y a beaucoup de choses qui nous portent atteinte et on voudrait voir maintenant dans une optique voir si au futur on ne pourrait pas nous-mêmes, en dialoguant, en contact, construire cette histoire, la faire. Réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, oui, réécrire l'histoire ensemble. Ouais. Et là, on se mettra tous d'accord qu'il ne portera ni atteinte d'un côté aux Français, ni eux nous porteront atteinte. Tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui? Oui, c'est très très important ça. Oui. Sinon, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de contact réel, il n'y aura pas d'amitié, c'est pas possible. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bakri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bakri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bakri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et de l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute. On est arrivé à Livourne, et puis en 1770, tout d'un coup, les Bakri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Et auparavant, une seconde, quand même, pour rétablir l'histoire dans son ensemble, vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bakri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque
ou on devenait catholique, et ma mère, elle aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant, vous viviez, c'est pour rétablir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bakri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sarot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, les Bakri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est 3 moitiés. Alors, c'est pour dire, donc, on était des Ben Sarot, je ne sais pas pourquoi, et puis Bonaparte, comme il voulait faire sa campagne d'Égypte, il avait besoin de blé. Et donc il s'est adressé au dé hussin, le dé turc. Et il a dit qu'il voulait acheter pour 14 millions de francs or de blé pour que Bonaparte puisse aller à la campagne d'Égypte. Bon. Auparavant donc, rétablissons aussi un point d'histoire, l'Algérie n'était pas une région tellement déserte et sauvage, puisqu'elle pouvait se permettre de vendre des quantités assez considérables de blé à la France. C'est terrible. Le dé hussin n'arrivait pas à récupérer 14 millions de francs or. La France devait de l'argent au dé d'Alger. C'est ça. Et au Bakri, bien sûr, puisque nous, on était les mandataires. Alors, M. Roland Bakri, c'est Bakri qui a obtenu les créances et qui est parti les présenter en France dans l'espoir de se faire payer par le gouvernement français les dettes datant de cette commande faite par Bonaparte en 1795. En 1795 et qui, en 1827, n'est toujours pas payé. Toujours pas. Alors donc le consul de France reçoit mission d'aller voir le dé, ou c'est le dé qui lui demande de venir le voir? Non, c'est pareil, sur un bourricot, et il monte les petites rues de la Casbah avec des poternes, des lanternes, et enfin tout ce que vous connaissez la Casbah d'Alger. Hein, et il arrive au palais qu'on a appelé par la suite le palais de l'Éventail. Vous connaissez, dans la Casbah, il y a le palais de l'Éventail, du coup d'Éventail. Bref, il arrive là-bas, et puis d'abord c'est mon frère, enfin tout ça, c'est toutes les salam alek d'usage, hein, et ça tourne vite à l'aigre. Il se traite de tout, et l'autre, un il prend la mouche, l'autre il prend le chasse-mouche, et il donne un coup sur la... Alors, point historique, c'est un chasse-mouche ou c'est un éventail. Bref, le consul, il est tout rouge de la gifle, et ainsi de suite, il repart là-bas. Et puis il dit, voilà, ils m'ont donné une gifle, etc. Et l'autre, en colère, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il appelle le général de Bourmont, garde à bout fixe, allez rompre les négociations, ils rompent les négociations, et on va envoyer les troupes à Sidi Ferruche, parce que là-bas, il paraît qu'il y a une plage terrible. Et c'est en 1830 que vous savez que les troupes françaises ont débarqué. Voilà. Monsieur Bakri, vous dites, pour défendre l'honneur de vos aïeux, que la dette française n'avait pas été réglée au dé. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas été réglée au Bakri? Parce que... C'est très compliqué. C'est pas si compliqué que la science d'argent, c'est compliqué si on se réfère aux historiens qui ne sont pas comme vous, des historiens de rien. Oui, je sais. Il y a M. Charles-André Julien, qui est un grand spécialiste des questions, qui vous a écrit, il y a quelques années, « Mon cher Bakri, tu as touché en 1800 un premier acompte de 3 175 000 francs, puis un second de 1 200 000 francs grâce à l'intervention de ton ami Talleyrand. Tu lui avais d'ailleurs considérablement graissé la patte. Et tu lui avais tellement graissé la patte qu'il en était devenu boiteux. C'est passé dans l'histoire. En 1819, ce même boiteux t'a fait obtenir 7 millions par un vote des chambres. Tu as fait une admirable affaire et du même coup roulé le dé d'Alger, qui était le seul créancier valable et qui n'a pas touché un sou. D'où le coup d'éventail. Ça a quand même une lourde responsabilité familiale. Faut reprendre l'histoire telle qu'elle est. Cher Bakri, c'est justement ce que souhaitent les Algériens, qui n'ont récupéré en 1962 dans les bâtiments officiels d'Alger que bien peu de documents d'archives. Ces quelques documents et les recherches d'historiens permettent déjà d'établir que même si Joseph Bakri, en gardant à son compte les sommes qui lui furent versées pour régler une partie des dettes françaises au dé, a une grande responsabilité dans le coup d'éventail, ce coup d'éventail ne fut guère qu'un prétexte. Le roi de France, Charles X, avait besoin de reprendre en main son armée. Il a pensé qu'une expédition sur Alger lui permettrait de donner à ses militaires gloire et butin. Quant aux tenants du capitalisme naissant, leur théoricien Sismondi écrivait dès mai 1830 « Ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. » Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes. Les gars, décalez,
La gauche à droite.